Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints dans cette salle absolument magnifique. Je ne sais pas s'il y a un micro-baladeur qui pourra circuler tout à l'heure. Oui, d'accord. Donc il est 6h05, 6h10. En principe, c'est jusqu'à 6h30. Maria devra nous quitter un petit peu avant. Pardon ? Oui, pardon, jusqu'à 19h30. Maria devra nous quitter un tout petit peu pour des problèmes de train, mais donc pendant 20 minutes, on vous laissera la possibilité, évidemment, de poser des questions à nos intervenants. Dans son dernier roman, Mathias Hénard, qui est un écrivain, un romancier, un essayiste, c'est un livre qui se passe à Berlin, qui est une ville qui a connu des décisions terribles et qui a beaucoup souffert aussi. Ce livre s'appelle La mélancolie des confins. Il écrit ceci: de toutes les frontières que franchissent les voyageurs, celle du temps est la plus courante. Tout autour d'eux appartient à une autre époque que la leur. Les bâtiments, les rues transportent le passé jusqu'à nous, les arbres enfoncent leurs racines dans le lointain autrefois. De mémoire, de frontières, de mémoire enfouies, niées, oubliées, ressurgies, d'arbres aussi, il va être beaucoup question d'arbres comme celui de la petite Stella, qui parle à son arbre avec les morts qui y habitent. Il va être beaucoup question dans ces trois livres qui sont absolument, vraiment, si vous ne les avez pas encore lus, lisez-les, ce sont vraiment des livres absolument stupéfiants. Gaël Faye, vous disiez dans une première chanson, « Petit pays, on t'a laissé tout seul pendant 3 mois ». Et ensuite, vous rajoutez dans une autre chanson, « Nous venons de si loin que l'on s'étonne encore d'être là ». Et ce sont des réflexions qu'on va décliner tout au long de ces débats. Avec Maria Malagardis, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc grand reporter à Libération. Vous avez publié Le jour d'après aux éditions Somogy en 1996, Sur la piste des tueurs rwandais en 2011 chez Flammarion, et puis le tout dernier, Avant la nuit, cette année, aux éditions Talent. Vous étiez journaliste à La Croix à l'époque, quand vous avez couvert le Rwanda. Le génocide, vous voulez dire? Oui, j'étais journaliste à La Croix, assez jeune, et j'ai découvert le Rwanda un peu au pire moment, en mai 1994, pendant le génocide. Gaël Faye, bonjour. Alors, vu l'accueil qui vous a été réservé, je ne sais même pas s'il est utile de vous présenter, quand même. Auteur, compositeur, interprète, vous aviez publié en 2016, je crois, Petit pays, qui a reçu de nombreux prix, notamment le prix Goncourt des lycéens, qui s'est vendu assez bien, il me semble, près d'1,5 million d'exemplaires. Je vous souhaite le même succès pour ce deuxième roman, qui est absolument formidable. Je vous le montre. Voilà, Jacaranda, qui est sorti donc à la rentrée. Vincent Duclerc, bonjour. Bonjour. Alors, la présentation est un peu longue, parce que vous avez beaucoup de fonctions. Historien, bien sûr, chercheur au CESPRA, le Centre des savoirs sur les politiques, CNRS EHESS, École des études en sciences sociales. De 2019 à 2021, vous avez présidé donc la commission de recherche sur la France, le Rwanda et le génocide des Tutsis. Vous avez également publié Comprendre les génocides des Arméniens chez Talandier, dirigé Penser les génocides itinéraires de recherche en 2021, et La France face au génocide des Tutsis, le grand scandale de la Ve République chez Talandier. L'expression n'est pas usurpée. Mais alors avant, je vais vous laisser la parole quand même, parce que l'histoire du génocide, elle a une préhistoire quand même. Dans tous vos livres, on parle des massacres qui ont eu lieu dans les années 50, en 59, en 63, en 73, donc préparés par les Hutus contre les Tutsis. On parle de conflits interethniques qui sont souvent évoqués. Et cette distinction provient quand même des pouvoirs coloniaux qui ont occupé le Rwanda depuis la fin du XIXe siècle. Donc d'abord les Allemands, ensuite les Belges, jusqu'à l'indépendance en 62, où là, il y a une autre forme de colonisation qui s'appelle la France qui va intervenir. Donc le génocide, il a une longue histoire. Oui, il a une longue histoire. Et alors, je voudrais quand même dire que le génocide, il peut se comprendre, l'histoire du génocide peut se comprendre à travers
travaux d'historiens, mais c'est vrai que les deux récits littéraires qui sont effectivement aussi présentés par Maria Malgartis et Gaël Faye sont aussi très importants pour comprendre. Hein. Et moi, je veux vraiment insister sur le fait qu'un génocide, je veux dire, au fond, c'est incompréhensible. Pourquoi ? Parce qu'il y a finalement un État, une part d'humanité qui décide d'éliminer, mais totalement, de manière physique, même métaphysique, un groupe. Donc, c'est incompréhensible. Et il y a un moment donné où la raison, l'entendement n'arrive pas effectivement à comprendre. Donc, c'est pour ça que c'est très important, effectivement, d'avoir l'écriture littéraire. Et vraiment, je veux saluer, effectivement, le travail de Maria Malgartis et de Gaël Faye, et dire aussi, parce que ça a été mentionné pour Maria Malgartis, c'est que ça fait 30 ans, enfin plus de 30 ans qu'elle travaille sur le génocide des Tutsis au Rwanda, qu'elle est très courageuse, parce que c'est très compliqué, je veux dire, de travailler sur un génocide au fond que la France a rendu possible, et ça je pense qu'on va y revenir aussi. Et voilà, il faut souligner ce que ça représente pour elle, je veux dire, d'adversité, de lutte contre l'adversité, donc depuis le 18 mai, je crois, 1994. Et Gaël Faye aussi, il faut mentionner, parce que c'est très important, c'est qu'il porte, je veux dire, une association extrêmement importante, hein, qui est celle de ses beaux-parents, mais qui a un rôle essentiel dans les procès qui sont intentés aujourd'hui contre les génocidaires, notamment en France, c'est le collectif des parties civiles pour le Rwanda. Et c'est très important aussi de savoir que Gaël Faye, il fait effectivement ce travail, disons, d'écriture littéraire, de réalisation de chansons et autres, mais il est aussi investi, au fond, dans la justice. Alors, pour revenir sur donc, la question posée, bah oui, en fait, un génocide, c'est un long processus, c'est une préparation. Ça veut dire aussi qu'on peut arrêter un processus, on peut arrêter un génocide avant que la phase paroxystique, comme on dit, c'est-à-dire 94, se déclenche. Et c'est très important de voir effectivement que la colonisation belge, puisque les Belges, après la Première Guerre mondiale, reçoivent le mandat des territoires Rwanda-Urundi, donc de la Société des Nations, et en 1931 introduisent donc la carte d'identité ethnique, c'est-à-dire qu'ils créent des races alors qu'il n'y avait pas de race. Il y a des groupes sociaux, et donc ils affectent à des groupes sociaux, soit donc minoritaires élevés, soit majoritaires et moins favorisés, des types raciaux. Ce qui est, enfin, c'est le délire absolu, mais c'est aussi le fait que en Europe, vous avez toutes ces sciences racialistes de l'entre-deux-guerres qui donnent aussi au même moment le nazisme. Hein. Et ça, cette dimension ethnique raciale qui est imposée par la colonisation, elle est maintenue donc sous l'indépendance. Et vous avez l'idée, ça va être ce que François Mitterrand en particulier, qui va, avec l'Élysée, s'occuper directement quand même de la politique française au Rwanda, c'est l'idée que, au fond, comme le dictateur Habyarimana, qui va mourir dans l'accident, enfin l'attentat contre son avion le 6 avril, comme il est effectivement Hutu, donc il est de la race dite supérieure, enfin la race majoritaire, c'est la démocratie, puisqu'il représente 85% de la population. Donc c'est une vision absolument dantesque, je veux dire, de la démocratie, et c'est comme ça effectivement que, au fond, la France, et ça j'y insiste, et c'est tous les travaux de la commission que Gilles Leray a mentionné, c'est que la France a appuyé un régime qui, sur la base de cette racialisation, préparait le génocide de la minorité Tutsi. Alors, François Mitterrand, lors d'une conférence à Biarritz en novembre 1994, donc plusieurs mois après, il parle des génocides. Alors, là, peut-être un point, mais je ne veux pas être trop long, parce que je veux dire, il y a aussi des grands auteurs à côté de moi, mais en fait, si vous voulez, le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, c'est pas seulement, je veux dire, un génocide, le Rwanda, c'est la colonisation, c'est l'Afrique. C'est-à-dire que vous avez un monde occidental qui projette sur l'Afrique la vision de sauvages qui s'entretuent. C'est ce que va dire du reste François Mitterrand à Biarritz, donc au sommet franco-africain. Est-ce que c'est de notre faute si des chefs de tribu règlent leur compte à coups de baïonnettes et de machettes ? Vous voyez, donc déjà on voit. Or, en novembre, je veux dire, le TPIR va être, le jour même du reste, il est institué, on sait qu'il y a un génocide. Mais il y a l'idée que, au fond, on ne peut pas avoir de génocide au Rwanda ou en Afrique parce que ce sont des sauvages. Or, le génocide des Tutsis au Rwanda, il est fabriqué comme la Shoah, comme le génocide des Arméniens.
Et ça, je veux dire, en novembre 1994, on le sait parfaitement, mais on le sait avant. Et tout le travail qu'on a mené dans cette commission, c'est de démontrer que dès octobre 1990, vous avez des officiers français, des diplomates français, des journalistes français qui expliquent que on n'est pas dans un massacre interethnique. Du reste, les Tutsis ne peuvent pas massacrer les Hutus. Ils sont écrasés par la terreur. C'est pas possible, vous voyez. Donc, il faut effectivement comprendre qu'il y a un génocide et il y a tous les moyens existent, en particulier dans la diplomatie française, auprès des armées, pour savoir qu'il y a un génocide qui se prépare. Mais quelle était la justification de l'insistance de la France à vouloir rester au Rwanda? Parce que depuis l'indépendance, De Gaulle y a été. Ensuite, ça a été repris par Giscard d'Estaing. Ça a continué sous Mitterrand. L'argument, c'était qu'il ne fallait pas laisser la place aux Anglo-Saxons. Alors, il y a plusieurs, ça c'est une très bonne question, mais les arguments, si vous voulez, pour donc être au Rwanda, sont des arguments qui, en fait, font écran à la compréhension, je veux dire, de la haine raciale débouchant sur le génocide. Donc, au fond, vous avez un régime, soi-disant, qui est démocratique en France, et qui va effectivement écarter toute l'information sur la réalité, je veux dire, de la préparation du génocide. Parce qu'il faut effectivement faire gagner donc des principes qui sont d'abord ceux de François Mitterrand. François Mitterrand, c'est un Africain, comme on dit, il est très attaché, je veux dire, à l'empire colonial français, et il estime que finalement, malgré l'indépendance, il faut que la France continue à gouverner, en fait, notamment ce qu'on appelle les pays du champ, c'est-à-dire les pays anciennement donc colonies françaises. Et face à ce qu'il imagine être une menace anglo-américaine, parce que François Mitterrand, dans son deuxième mandat, est très hostile aux États-Unis. Il faut le voir aussi, ce qui va se passer face à la Russie, face en Allemagne, en Bosnie. Il y a l'idée que l'ennemi, au fond de la France, ce sont les États-Unis. Et donc, il faut accroître ces pays du champ. Et le Rwanda, comme le Burundi au sud, sont des colonies, comme le Zaïre également, sont des colonies belges. Et au fond, la politique personnelle de François Mitterrand, mais avec tous les services de l'Élysée, c'est de dire on va, au fond, accroître ces pays du champ, on va gagner des territoires contre les anglo-saxons qui entourent effectivement à l'est, c'est-à-dire notamment la Tanzanie, l'Ouganda, qui sont donc anglophones. Et on utilise la francophonie à des fins, si vous voulez, d'alliance avec des régimes qui sont absolument terrifiant, et on connaît la terreur de ces régimes. Et malgré toute cette connaissance, malgré les alertes, il y a des gens extrêmement courageux dans l'administration française, dans les armées, eh bien, parce que c'est directement tenu par l'Élysée, eh bien, l'Alliance française va jusqu'à son terme, et une fois que les troupes françaises partent en décembre 1993 du Rwanda, eh bien, ça y est, le génocide est enclenché, et même à ce moment-là, on pourrait y revenir, on pouvait encore arrêter le génocide. Pour être encore plus précis sur ce point, et puis on passera à autre chose, le sous-titre de ton livre, de votre livre, le grand scandale de la Ve République, c'est que vraiment c'est une république très monarchique, parce qu'il y a des lignes téléphoniques directes entre Mitterrand et les officiers qui sont sur place. Il y a un cabinet, un état-major présidentiel qui l'entoure. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, ils vont être éjectés. Par exemple, Michel Rocard, il n'était pas tenu au courant des décisions de Mitterrand, pas plus qu'Édith Cresson plus tard. Jean-Pierre Code, qui était ministre de la Coopération, il va partir en 82. Donc, ce sont vraiment des décisions que lui seul prend. Et quand il y a des dépêches qui vont remonter alertant sur l'urgence de la situation, il y a un secrétaire général qui va faire le tri et qui va dire quelquefois « Non, ça, on n'en parle pas à Mitterrand ». Avec à chaque fois cette expression qui revient à voix nue. C'est-à-dire qu'on évite de laisser des traces écrites. Oui, et en fait, ce qui est très important à dire, c'est que les deux récits littéraires dont on entend les auteurs, en fait, abordent des situations qui sont terrifiantes, des traumas, qui vont, durer des générations. Mais ce qu'il faut savoir, contrairement au génocide des Arméniens et au génocide des Juifs d'Europe, c'est que le génocide des Tutsis au Rwanda aurait pu ne pas avoir lieu, si vous voulez. Il n'y avait rien de fatal. Au contraire, tous les moyens étaient là pour agir et arrêter le génocide avant, pendant et même après
avec le négationnisme. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est pas possible? Parce que, et ça c'est ce que j'ai effectivement établi au-delà du travail de la commission, et tout ça est établi, si vous voulez, par de la documentation. Moi, j'ai aucun, je n'ai pas d'animosité personnelle pour telle ou telle personne. Je travaille en historien. Eh bien, c'est que, en fait, l'Élysée, la présidence de la République, en fait, le président dispose d'un gouvernement, et le gouvernement applique la politique de la nation. L'Élysée, c'est pas un centre opérationnel, c'est pas un état-major. Je veux dire, le chef des armées opérationnel, c'est le chef d'état-major des armées. Or, pour le Rwanda, c'est encore plus qu'un domaine réservé. C'est vraiment le laboratoire de la politique que François Mitterrand veut réaliser. Et ça se fait au détriment, il faut être clair, je veux dire, du viol de la Constitution. Effectivement, le Premier ministre Michel Rocard, qui jouera un rôle très intéressant après le génocide pour tenter effectivement de dire aux Français et d'abord à Lionel Jospin, il faut faire la vérité sur le Rwanda. Eh bien, Lionel Jospin, en octobre 1990, quand la France envoie des troupes de combat pour sauver le régime raciste, corrompu et violent. Eh bien, ces troupes-là, cette action-là, Michel Rocard, qui est Premier ministre, qui donc mène la politique de la nation, il est averti par la presse. Voilà. Et ça va être ainsi jusqu'à l'arrivée d'Édouard Balladur, qui, disons, demandera une position de neutralité face au génocide. Mais est-ce qu'on peut être neutre face à un génocide, vous voyez? Mais ça changera quand même. Dans votre roman, Maria, il y a donc un casque bleu, Ben, un Canadien, qui a fait l'ex-Yougoslavie, qui arrive là avec mandat de l'ONU, et il se prend de plein fouet une déclaration d'une jeune fille qui pourtant était présentée comme une jeune fille assez sobre, assez timide, et elle lui dit ceci. « Il va falloir mettre un nom sur ce qui se passe ici depuis tant d'années, explosa-t-elle soudain. Est-ce que vous avez entendu parler de cette tribune publiée dans un journal français à la fin de l'année 1963 ? Il venait d'y avoir de grands massacres. Notre grand-père a été tué dans le sud-ouest du pays pendant ces journées terribles. C'était un homme bon et pacifique. Il ne faisait de mal à personne. On lui a planté une lance dans le cou et puis on lui a tranché les jambes. Son agonie a duré plusieurs heures. À la suite de ces événements, le philosophe Bertrand Russell a dénoncé dans la presse française, je cite, « le pire massacre depuis la Shoah ». C'est un génocide qui se déroule dans ce pays. Il a commencé en 1959, à la veille de l'indépendance. Et vous, les Blancs, nos anciens maîtres, vous avez contribué à cette politique raciste. Vous avez soutenu la colère de l'ethnie majoritaire, celle qui a finalement pris le pouvoir quand vous nous avez accordé l'indépendance. Depuis cette époque, nous sommes des citoyens de seconde zone, d'autant plus facilement ciblés que la mention ethnique figure sur nos cartes d'identité. Ça aussi, c'est vous qui l'avez imposé. Il faut dire la vérité. Dans ce pays, personne n'a jamais été puni pour avoir tué l'un des nôtres. Désormais, les extrémistes veulent tous nous éradiquer, comme les nazis avec les juifs. Vous verrez, le tocsin sonnera bientôt pour nous aussi. Oui, c'est Alice. Alice, c'est un personnage qui a existé en plus. C'est une religieuse qui va être tuée, qui est inspirée d'un personnage qui a existé, une jeune religieuse qui va être tuée de manière atroce après le début des massacres. Effectivement, comme disait Vincent, non seulement le génocide a une longue histoire, avec des pogroms, il faut les appeler comme ça, qui se déroulent depuis l'indépendance, mais quand les dangers s'accélèrent, sous le poids d'un pouvoir de plus en plus discrédité, corrompu, recroquevillé sur non pas sur la majorité Hutu, entre guillemets, mais de plus en plus sur sa région, puis sur sa famille, sur son clan, un régime criminel, et quand ce régime de plus en plus impopulaire va être confronté à une rébellion d'obédience Tutsi, la machine de mort va se mettre en place à partir de 1990, effectivement, hélas, en grande partie avec la bénédiction de la France. Enfin, moi, je dirais pas de la France, parce que, bien évidemment, ni aucun d'entre vous, ni moi, n'avons été avertis, comme l'expliquait Vincent. C'est une politique qui était quand même plus ou moins secrète. Donc, ça pose aussi la question du déni de la démocratie dans notre pays, puisque des décisions sont prises sans que les citoyens en soient avertis, sans que les députés les contrôlent.
et c'est un vrai sujet peut-être à examiner sur la démocratie française. Mais donc, quand les dangers s'accélèrent à partir de cette lourde matrice qui remonte à l'indépendance, ce qui est fascinant, et c'est un peu le thème de mon roman, puisque moi, mon roman, qui est un peu un roman policier, en fait, à partir d'un meurtre d'enfant tout à fait réel qui a eu lieu, se concentre sur les mois qui précèdent le génocide. Moi, je n'aborde pas vraiment le thème du génocide lui-même, mais comment, à partir de novembre 93, une machine de mort se met en marche, et que ce jeune casque bleu canadien, parmi d'autres protagonistes, vont découvrir peu à peu, en commençant par l'enquête sur le meurtre des enfants, puis en découvrant peu à peu que quelque chose de beaucoup plus monstrueux est en train de se mettre en place. Et ce qui est en train de se mettre en place, c'est le génocide. Alors il se trouve que moi, j'étais déjà journaliste. En fait, c'est un roman, mais je veux dire, même parfois de manière un peu codée. Les 95% des protagonistes et des situations sont absolument réels. Et c'est absolument fascinant de voir à quel point nous avions connaissance des signes annonciateurs de ce génocide. Moi, la première fois où j'ai entendu parler de génocide, de risque de génocide au Rwanda, c'était en janvier 94. C'est-à-dire donc 3-4 mois avant que se déclenche cette solution finale africaine. Et déjà, on en parlait. Et déjà, quelqu'un était venu me trouver à la rédaction de La Croix pour me dire « Attention, dans ce pays, il se passe des choses très graves ». Et c'est Jean Carbonard, qui apparaît d'ailleurs dans le roman, même brièvement, mais à qui j'ai tenu absolument à rendre hommage, parce qu'il a fait partie de ces lanceurs d'alerte qui ont crié dans le désert, qui n'ont pas été entendus face aux compromissions des diplomates, face à l'opacité de la France, face aussi au silence des médias, il faut aussi le dire, même s'il y a eu un certain nombre d'articles et de reportages dans les années qui ont précédé le génocide pour expliquer la montée des périls. Mais l'ampleur des informations qu'on avait est absolument vertigineuse. Et je ne citerai qu'un exemple. En février 1994, dans mon roman, c'est un diplomate qui reçoit ce mémo, ce document. Le major Hock, qui est un personnage qui a existé, qui était le chef des services de renseignement belges en 1994, envoie à toutes les chancelleries occidentales un document qui explique que le régime en place au Rwanda est en train de cacher systématiquement des armes, d'entraîner des miliciens, d'encourager une propagande haineuse et mortifère. Et il donne des dates, il donne des lieux d'entraînement, et il précise également autre chose. Il dit qu'en réalité, les extrémistes n'attendent qu'un signal. Mais ils ont un problème. La force de maintien de la paix, les casques bleus qui sont présents dans le pays, et qui pourraient les empêcher de mettre en place la solution finale qu'ils souhaitent organiser. Et donc, ils ont décidé de tuer une dizaine de casques bleus, et ça figure noir sur blanc dans ce rapport, immédiatement après le déclenchement des tueries, pour provoquer la fuite, le départ des casques bleus. Et qu'est-ce qu'il arrive au lendemain de l'attentat contre l'avion du Juvénal à Biarimana, au soir du 6 avril, attentat qui n'a jamais été revendiqué, mais dont on sait maintenant avec beaucoup d'assurance que les tirs sont partis du camp de la garde présidentielle, c'est-à-dire le fief des faucons du régime. Qu'est-ce qu'il se passe le 7 avril au matin? 10 casques bleus belges sont arrêtés, désarmés, emmenés dans un camp militaire à Kigali et atrocement tués et mutilés et tués. Et qu'est-ce que ça provoque? Comme l'avait prévu le rapport du major Hock et les extrémistes qui l'envisageaient, évidemment, immédiatement après, les casques bleus s'en vont et la communauté internationale abandonne le Rwanda dans un huis clos de massacre qui aurait pu être évitable même à ce moment-là, c'est-à-dire même au déclenchement des tueries, même après l'attentat contre l'avion d'Abiyarimana. Il aurait suffi d'une volonté de la communauté internationale face à ce que très vite on identifie comme un génocide. Je crois que dans le journal où je travaille aujourd'hui, Libération, le premier article qui emploie le mot de génocide est daté du 11 avril. Moi, quand je suis partie en reportage
dans ce pays transformé en enfer en mai 94. Et nous étions bien peu de journalistes, je dois dire, hein, malheureusement. C'est un génocide qu'on nous présente souvent comme le premier génocide en direct. N'y croyez rien. Il y avait très peu d'images. On ne le voyait pas à la télé. Il y avait très peu de journalistes sur place. Les journalistes, ils sont venus quand les tueurs se sont enfuis de l'autre côté de la frontière et qu'il y a eu le choléra. Parce que ça, c'était un drame qui semblait, pour la plupart des médias, tout à fait correspondre à l'Afrique, une crise humanitaire. Mais pendant le génocide, nous n'étions qu'une poignée à être allés là-bas. Donc, même à ce moment-là, on aurait pu éviter le pire si la communauté internationale avait décidé de laisser les casques bleus sur place. Et ce que je considère comme une faute collective de notre humanité, elle reste marquée du sceau de l'opprobre. Et ce sceau de l'opprobre, il nous concerne tous. Non. Tu parlais de l'attitude des généraux. Laurent Larcher, dans son livre « Papa, qu'est-ce qu'on a fait Rwanda ? La France face au génocide », donc, qui est sorti au Seuil cette année, il dit qu'il rencontre le général Lafourcade, hein, donc, qui était le commandant qui dirigeait l'opération turquoise. Et ce général dit, donc là nous sommes au printemps 94, hein, il lui dit ceci: « Quand j'interviens, m'a-t-il dit, je sais qu'un génocide est en cours, mais je ne sais pas de qui. Des unités des phares, donc les forces rwandaises, des miliciens, le Comet, on ne sait pas. Avant de partir, on aurait peut-être pu nous dire « Attention, c'est un gouvernement génocidaire ». Enfin, c'est stupéfiant quand même. Mais c'est le déni dans lequel s'est enfermée la France. Il y a une part d'irrationnel. Je vais raconter une autre anecdote qui m'est arrivée personnellement. Peu avant le déclenchement de l'opération Turquoise, qui est donc cette opération militaire décidée et déclenchée par la France au moment où nos alliés, les forces génocidaires, hein, il faut bien dire, sont en train de perdre du terrain. Donc soudain, la France, alors tout le monde avait abandonné le Rwanda, soudain la France dit, puisque c'est comme ça, nous allons y aller. Évidemment, tout le monde se méfie, tout le monde comprend, mais bon, voilà, malgré tout, ils sont les seuls à décréter vouloir y aller, et ils vont y aller. Quand on est dans la préparation de cette opération, je vais à ce qui était à l'époque le ministère de la Coopération, aujourd'hui ça n'existe plus, et je rencontre le chef de la mission militaire. Moi, j'y vais à cette époque-là, j'ai pas une idée très claire du rôle de la France au Rwanda, bien sûr, je sais qu'il y a des compromissions, mais je sais que cette opération, elle est quand même très douteuse, qu'on sent bien qu'en réalité, derrière un vernis humanitaire, il s'agit peut-être d'essayer, dans l'extrême limite, de sauver nos amis. On ne sait pas très bien comment, mais on va, en tout cas, d'éviter la débâcle générale des troupes que nous avions formées, puisque la France avait formé l'armée rwandaise, pour ne pas dire qu'elle avait entraîné aussi les miliciens. Donc, moi, je vais voir ce monsieur avec, a priori, pas un esprit polémique, mais en me disant, j'ai besoin de quelques données statistiques, combien d'hommes on va envoyer, avec quel matériel, etc., etc. Et puis, je rencontre un monsieur très nerveux, Jean-Pierre Huchon, un général, qui semble très agacé par mes questions terre-à-terre, et qui à un moment interrompt l'interview sur combien de seringues, combien de brancards, etc. et me dit « Venez dans la pièce à côté ». Bon, ok, je vais dans la pièce à côté, et là il m'assied littéralement face à une de ces vieilles cartes qu'on avait autrefois dans les écoles, avec des couleurs très flash, des gotites, etc. Et puis il prend sa règle, et en manquant parfois j'étais obligée de reculer la tête, de me frapper avec la règle. Il avait de la sueur qui coulait. Alors, il faisait chaud, hein, c'était un mois de juin assez caniculaire. Mais enfin, il était tellement agité. Il commence à tracer sur la carte des grands mouvements et il dit « Le Rwanda, le problème, c'est l'Ouganda, c'est les anglo-saxons, c'est ceux qui veulent absolument perdre notre place et tout le reste n'a aucune importance. » Et il balançait sa règle et moi j'étais là en train de reculer la tête. C'était complètement effrayant. C'est-à-dire que j'ai vu, moi, jeune journaliste, un officiel français que j'allais voir pour des choses absolument prosaïques et banales, péter un câble, péter les plombs
en direct. Et je me souviens que je suis sortie de cet entretien totalement surréaliste et je suis restée devant la porte du ministère en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je crois qu'il y a aussi dans ce déni, dans cet enfermement, une part d'irrationalité qui est peut-être liée au fait aussi que toute l'histoire du Rwanda, à commencer par ce qu'a rappelé Vincent, que ce ne sont pas des vrais ethnies, qu'on a forgé, on a falsifié l'histoire, on a forgé des mythes. Toute cette histoire, et c'est peut-être le point le plus effrayant, toute cette histoire relève du fantasme et de l'imagination. En fait, il n'y a pas d'ethnie au Rwanda. Parce qu'une ethnie en Afrique, c'est bien connu, elle se définit par une langue, une région d'appartenance, des coutumes, voire des croyances différentes. Les Rwandais, depuis la nuit des temps, parlent la même langue, le Kinyarwanda. Il n'y a pas de région spécifique où vivent les Hutus et les Tutsis. D'ailleurs, il y a toujours eu énormément de mariages entre Hutus et Tutsis à partir du moment où on les a définis comme ça. Et particularité assez unique en Afrique, ils sont monothéistes et ils croyaient tous avant, et c'est pour ça que la foi catholique s'est si bien enracinée, en un Dieu unique qui s'appelait Imana. Donc on n'a pas du tout le caractère tel qu'on définit des ethnies. Donc il y a toute cette histoire qui se construit sur l'imagination et les fantasmes. Il y a toute l'imagination et les fantasmes dans lesquels plongent les autorités françaises et François Mitterrand le premier en se construisant un mythe que les anglo-saxons voudraient s'accaparer le Rwanda, ou en tout cas se servir du Rwanda, car le Rwanda n'a pas d'importance, il n'y a en plus aucune ressource stratégique, c'est un petit pays de la taille de la Bretagne. Pourquoi cet engagement armé? Pourquoi cette implication forcenée? Alors bien sûr, parce que c'est aussi le verrou de l'Afrique centrale, mais en réalité, les Américains ne s'intéressaient pas tant que ça au Rwanda. Donc on construit sur des mythes existants d'autres mythes et d'autres fantasmes qui évidemment passent par le déni. Il n'y avait pas d'autre façon de le faire. Et ce déni, on va le voir imprégner toute la marche macabre des derniers mois qui mène au génocide également. Alors, donc, le 6 avril 1994, dans l'avion Falcon qui conduit le président Juvenal Habyarimana et le président du Burundi, l'avion est abattu à l'approche de Kigali par des missiles sol-sol, dont on suppose d'ailleurs qu'ils ont été tirés presque par des mercenaires, en tout cas commandités par l'aile dure des Hutus, la fameuse Akusa, la maison, l'Akazu, pardon, qui était un peu dirigée par la veuve d'ailleurs du président, qui coule des jours heureux, d'ailleurs, en banlieue parisienne aujourd'hui. Et Eusébie, dans votre roman, Gaël, nous avons entendu l'explosion sans nous douter de ce qu'il se passait. Les minutes qui ont suivi, des barrages se sont mis en place dans le quartier. Les minutes, hein, donc c'est vraiment prémédité. J'ai allumé la radio, mais les programmes avaient été remplacés par de la musique classique. J'ai compris que la situation était grave. Notre voisin, Vincent, un collègue de mon mari, est venu frapper à la porte pour m'annoncer la mort du président. Il était paniqué. Il m'a dit « Eusébie, nous sommes en haut de la liste des gens à assassiner. Ils commenceront par nous. » J'ai tenté de le rassurer, mais son intuition était la bonne. Dès l'aube, les soldats sont arrivés dans leur parcelle. On a entendu les cris des enfants et les coups de feu. Après ça, les soldats sont repartis. Nous sommes restés cachés dans la maison toute la journée. J'ai passé des coups de téléphone aux ambassades étrangères et j'ai tenté de contacter les Nations Unies sans succès. Les filles étaient affolées. Christian, mon beau garçon, rassurait ses sœurs autant qu'il pouvait avec un courage exemplaire. J'ai appelé les gens que j'aimais à l'étranger pour leur dire adieu. Puis j'ai aidé mes enfants à se cacher dans le faux plafond. Je devais sortir, chercher de l'aide à l'extérieur, je n'avais pas le choix. On s'est embrassés, on pleurait. Les enfants m'ont fait jurer de revenir les chercher. Je ne pouvais pas prendre ma voiture à cause des nombreux barrages. Alors, j'ai coupé par la parcelle des voisins et je suis entré dans la maison de Vincent pour voir s'il y avait des survivants. Tout le monde avait été tué. Dans le quartier, j'essayais de me déplacer discrètement, mais les miliciens m'ont intercepté à un barrage au bas de Kiyobu et m'ont réclamé ma carte d'identité. J'ai dit que je ne l'avais pas. Ils ont ri et ils m'ont dit que de toute façon, avec le nez que j'avais, il n'y avait pas de doute.
Je ne pouvais être qu'un cafard. Ils m'ont fait attendre sur le côté de la route avec d'autres personnes. Comme on se tenait tous debout, l'un des tueurs a dit qu'il fallait nous trouver des bancs pour nous asseoir. Il a alors sorti 4 garçons du groupe, 4 frères, et il les a tués devant nous. Après, ils nous ont obligés à nous asseoir sur leurs cadavres. Ça, c'est une mémoire qui revient dans votre premier roman. Par rapport au premier roman, je veux dire, ce second roman, il me semble qu'il est beaucoup plus violent. Il y a beaucoup plus de choses. Alors, le premier roman, il date de 2016. Celui-ci, il date de 2024. On a l'impression que vous vouliez revenir encore sur cette période et que vous avez enrichi votre écriture avec des témoignages. Et ce que je trouve vraiment saisissant dans ce livre, c'est l'extraordinaire pudeur que vous avez vis-à-vis de vos personnages, parce que ce sont des récits polyphoniques un peu, hein. Il y a des personnages magnifiques là-dedans. Il y a Stella, il y a la grand-mère, il y a un personnage qui s'appelle Sartre, dont on découvrira en fait que c'est pas celui qui prétend être. Il y a beaucoup de pudeur et en même temps beaucoup de violence, je trouve, par rapport au premier en tout cas. Oui, parce que l'intention était tellement différente. Petit pays était le roman d'un paradis perdu de l'enfance. C'est le roman d'un enfant qui essaye de se raccrocher à ce qu'il connaît, à la beauté, à l'émerveillement qu'il a sous les yeux de ce quartier. C'est un roman qui se passe au Burundi. C'est aussi une autre histoire. C'est pas le Rwanda, et c'était peut-être aussi le malentendu qu'il y a eu avec Petit Pays, qui a été ramené systématiquement au Rwanda, alors que j'écrivais depuis le Burundi une histoire du Burundi. Le génocide des Tutsis arrivait par la mer dans la cellule familiale, mais c'était dans mon intention, c'était ça. C'était qu'est-ce qui se passe avant la violence, comment arrive la violence. Et je pourrais dire que c'est un peu le roman que tu as écrit, Maria, c'est-à-dire comment petit à petit on comprend qu'une violence terrible va arriver, et il y a plein d'indices qui se mettent en place. Mais là, c'est vu à travers les yeux d'un enfant. Et Jacaranda, ça a été pour moi un roman très difficile à écrire, parce que l'histoire du Rwanda est une histoire terriblement violente. Et moi, si j'écris, j'ai commencé à écrire à l'adolescence. Et la première fois que j'ai dû écrire sur le Rwanda, c'est parce qu'il y avait des commémorations à Paris, chaque 7 avril, à la mairie du 3e. Ma mère nous y emmenait avec ma sœur. Et donc, moi, je ne savais pas ce que ça représentait, les commémorations du génocide. D'ailleurs, à l'époque, on disait encore génocide rwandais. Et on a finalement compris avec les années que dire génocide rwandais, ça arrangeait bien les négationnistes, et disaient voilà, ben oui, on a tué des Hutus, des Tutsis, donc finalement tout ça c'est une haine indistincte. Donc là, je le dis, j'essaye de le dire à chaque fois, parce que même des gens très bien intentionnés, des gens autour de moi continuent d'utiliser ce terme-là, mais sachez que si vous dites génocide rwandais, eh bien vous faites le jeu des négationnistes. Donc voilà. Pas dit, hein. Non, vous l'avez pas dit. Personne ne l'a dit. Mais voilà, il y a encore beaucoup d'articles, qui paraissent autour de mon roman, même des gens avec qui je travaille, qui peuvent encore utiliser ce terme-là, et je sais qu'ils le font pas, pour en pensant à mal. Mais voilà, aujourd'hui, c'est reçu de façon très violente par les Rwandais. Lorsqu'on utilise ce terme-là. D'ailleurs, je crois que c'est Blinken qui l'a utilisé le 7 avril dernier pour les 30 ans. Le ministre des Affaires étrangères américain qui a tweeté le génocide rwandais. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent ce terme-là en sachant très bien ce qu'ils font. Et donc ma mère, quand elle nous amène là, moi je ne sais pas très bien ce
que c'est cette date-là, ce moment-là, parce que Burundi, j'ai vécu 2 ans dans la guerre, et il y avait aussi une situation ethnique qui était vraiment différente. Il y avait des massacres, et donc les termes étaient mélangés. On parlait de massacres, de guerres interethniques, de génocide. Enfin, tous les mots étaient un peu mélangés. Et donc j'allais dans ces commémorations et j'entendais les survivants et les survivantes raconter ce qu'ils avaient vécu. Et on m'a demandé, parce que j'écrivais des petits poèmes, d'écrire des poèmes entre deux témoignages. Et face à un tel niveau de violence, je ne savais pas quoi écrire. J'avais 15 ans, 16 ans, je ne savais pas quoi écrire. Et je me suis dit que je voulais écrire des mots qui apaisent, des mots qui permettent de ressentir, mais sans être anesthésié par le niveau de violence. Et donc, je ne peux pas l'éluder, cette violence. Elle est là. Donc, Jacaranda est violent parce que l'histoire rwandaise est violente. Mais moi, je serais incapable d'avoir les mots des survivants et des survivantes. Si on veut s'approcher au plus près de ces réalités-là, je crois qu'il faut lire les témoignages. Et à travers la littérature, la poésie, la musique, j'essaye d'avoir une approche personnelle d'abord, qui me permettent de trouver des mots qui, malgré cette obscurité tellement grande qui m'empêche moi de penser, d'essayer de trouver des respirations et de la lumière. Donc j'espère que Jacaranda, bien sûr, raconte cette violence, mais qui permet de suivre à travers les personnages aussi l'histoire à hauteur d'être humain. Parce que on voit bien que c'est une histoire qui a été fabriquée par des apprentis sorciers, des politiques, des militaires, des scientifiques, des historiens. Mais au final, les répercussions, elles sont dans la chair des humains, des êtres humains. Et donc moi, pour pas... tout ce que là on vient de dire, je l'ai appris peu à peu, en grandissant. J'ai compris ce qui s'était passé. Et pour pas me perdre soit dans une tristesse infinie, soit dans une colère trop grande, eh bien, il a fallu trouver des mots pour me frayer un chemin, malgré tout, dans la vie, et continuer de raconter ceux qui ne sont plus et ceux qui sont. Dans un livre qui s'appelle Le Convoi, Beata Mérès, donc qui est sorti cette année, elle explique qu'en fait, elle va quand même regarder des témoignages des survivants de la Shoah pour voir comment on peut nommer l'innommable, en fait. La difficulté, c'est de trouver un vocabulaire pour traduire une violence absolument ahurissante. Oui, et heureusement, je veux dire, enfin heureusement, il n'y a pas d'heureusement, mais c'est-à-dire que moi, ça m'a aidé dans cette démarche-là, d'avoir une littérature de la Shoah, une littérature autour du génocide des Arméniens, parce que j'ai pu comprendre que ce qui s'était passé, il y avait une logique, il y avait aussi des mots pour trouver quelques contours. Il y avait une possibilité de trouver une langue. Alors, je sais pas, je pense à Benjamin Fondane, je pense à Charlotte Delbo, je pense bien sûr à Primo Levi. Tout ça, ça a été vraiment comme des frères et sœurs qui nous donnaient la main et qui nous disaient nous sommes passés par ces ténèbres, cette nuit-là, et malgré ça, on essaye de trouver les mots pour rappeler notre humanité. Voilà. Alors, pardon, mais il y a presque un passage drôle dans ce livre. Mais je crois qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais alors celui-là, il m'a vraiment...
Donc c'est Venantia, la mère de Milan, qui est donc rwandaise. Et donc elle est mariée à un blanc et ses beaux-parents donc sont blancs. Et donc la belle-mère lui dit « Dites-moi, Venantia, c'est terrible ce qui se passe dans votre pays. Je veux parler des massacres. Et maintenant, ces pauvres gens qui fuient sur les routes et qui meurent de choléra ou de typhus, enfin, je me disais, enfin, je me demandais, mais comment vivez-vous tout cela ?» Milan, je n'en revenais pas. Ma grand-mère posait une question directe à ma mère concernant le Rwanda. Elle et mon grand-père ne le faisaient jamais. Au début, lorsque mon père avait présenté ma mère à ses parents, ils avaient eu un choc, évidemment, leur fils avec une africaine. Mais ils n'étaient pas racistes, mais bon, de là à avoir une belle fille noire. Et puis, quand ils avaient compris que la relation était sérieuse et aucunement négociable, ils avaient pris sur eux et au fil des années avaient accepté ma mère au point de finir par l'aimer comme leur propre fille. Mais ils ne s'intéressaient jamais à sa vie avant la France, par pudeur peut-être ou probablement par indifférence. Il avait donc fallu des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés, une somme incalculable d'articles dans la presse, des quantités de reportages à la télévision pour que cette simple question puisse enfin être formulée. C'était parfaitement inédit. Je sentis mon pouls s'accélérer, je guettais, fébrile, la réponse de ma mère. Oh, vous savez, ça ne date pas d'hier, il y a des massacres depuis longtemps. Disons que c'est une longue histoire. La belle-mère. Oui, j'imagine bien, mais enfin, cette fois tout de même, ça prend des proportions. Enfin, je veux dire, cette guerre entre les tribus, je retiens jamais, c'est comment, les Tutsis, les Tsitsis, les Hutus et les Tutsis, Geneviève, l'a reprise mon grand-père, embarrassé par le manque de tact de sa femme. On nous en parle tous les jours, depuis 3 mois, c'est quand même pas compliqué. Les Hutus et les Tutsis. Et puis, ce ne sont pas des tribus, mais des ethnies. Ah oui, c'est ça, oui, les Hutus et les Tutsis, a-t-elle dit sans se formaliser pour autant. Déjà, on ne comprend pas bien qui sont les gentils et qui sont les méchants. Hein. Et puis cette barbarie tout de même, à la machette, des femmes, des enfants, c'est inimaginable. Ma grand-mère paraissait émue, hésitante, maladroite, cherchant désespérément les mots pour exprimer ses sentiments face à une situation qui la dépassait. C'est vraiment symptomatique aussi de la réaction des Français à l'été 94, parce que beaucoup de gens ignoraient et confondaient les termes. Oui. Et puis c'est des situations qui existent toujours. Ça m'est arrivé en interview qu'on me présente en étant franco-tutsi, par exemple. Voilà, donc même 30 ans après, hein, je veux dire, c'est ce que disaient Vincent et Maria, ça paraît lointain, voilà, c'est l'Afrique, c'est le folklore, c'est les tribus, donc il y a, pour beaucoup de gens, il y a ce regard-là sur l'Afrique qui est très... déjà, quand on dit l'Afrique, c'est déjà... quand moi, je suis arrivé en France, je me souviens, je suis arrivé en milieu d'année parce qu'on a été rapatriés, donc j'étais dans cette classe de 4e dans un collège à Oyonnax, dans l'Ain, et la prof de français, elle me présente à la classe et elle dit « Gaël vient d'Afrique ». Elle précise pas du tout. Et donc à la récréation, tous les copains de la classe sont venus me voir et m'ont demandé s'il y avait des girafes et des éléphants, voilà, dans là où j'étais. J'avais jamais vu de girafes et d'éléphants, donc c'est ça. Et peut-être que ça s'est atténué maintenant avec les réseaux sociaux, Internet, j'en sais rien. Je suis même pas sûr, mais tout ça, c'est très, très réel, ouais. Il y a 2 personnages qui sont vraiment aussi intéressants dans ce dernier livre. Donc c'est Sartre, alors qui recueille des enfants et qui a une bibliothèque qui recueille des livres. Et puis il y a cette Madame Economopoulos, donc qui elle aussi a une grande bibliothèque et donc elle donne au petit Milan des livres à lire. Alors je crois que le premier c'est Le vieil homme et la mer d'Hemingway, hein, il me semble. Ouais. Mais c'est vraiment intéressant aussi parce que c'est une façon de transmettre autre chose. Oui. Alors pardon. Non. Ah. Oui, dans Petit Pays, Madame Economopoulos, ouais. Et puis
Et puis oui, et dans Jacaranda, il y a donc Sartre. D'ailleurs, c'est une vraie histoire, hein, enfin, que quelqu'un m'a raconté, que pendant donc durant les 100 jours du génocide, des jeunes gens de Nyamilambo étaient allés dans les maisons de Kivu avec des brouettes pour récupérer les seules choses que les gens ne pillaient pas, c'était les livres. Donc voilà, c'est une vraie histoire que j'ai entendue. Bon, après, elle est romancée. Mais oui, les livres, c'est simplement que j'ai grandi dans un monde sans livres. Il y avait, dans le Bujumbura de mon enfance, il n'y avait pas de bibliothèque chez les gens, il n'y avait pas de bibliothèque tout court, à part celle du Centre culturel français. Et donc c'était un peu... pour moi, c'est la littérature, c'est ce qui va nous permettre de rester humains. Donc il y a ce message-là à travers ces gens qui prient dans cette violence terrible, eh bien, veulent sauver des livres, veulent sauver des histoires de l'humanité. Ouais. Bah, ça fera plaisir à Hemingway qui a traversé 5 guerres en plus. Hein. Dans Petit Pays, alors hein, je ne me trompe pas, Marian. Hein. Dans Petit Pays, vous écrivez « Le génocide est une marée noire, ceux qui ne s'y sont pas noyés sont mazoutés à vie ». Et donc, vous évoquez une séance du tribunal Chakaka. Alors, c'est une Gachacha. C'est un tribunal populaire? Oui, ce sont des tribunaux qui ont été mis en place au Rwanda. C'est une forme particulière qui existait dans le Rwanda précolonial et qui a été mis au goût du jour après le génocide, parce qu'il fallait bien juger ces centaines de milliers de gens qui étaient en prison et que la justice moderne était incapable, allait prendre trop de temps, il n'y avait pas les moyens. Donc il y a cette forme particulière de ce qu'on appelle la justice au village, ou le gachacha, c'est le gazon. Donc voilà, ce sont souvent des juges qui ne sont pas professionnels, et les procès ont lieu sur les lieux mêmes où ont lieu les massacres, avec les gens qui ont participé, les témoins. Et donc ça a eu lieu, maintenant il n'y en a plus, mais ça a eu lieu pendant une dizaine d'années, je crois, c'est de 2005 à 2012 à peu près, voilà. Et donc ça a permis 2 millions de procès. Et moi je pense que sans ça, il n'y aurait pas eu de possibilité au Rwanda qu'une société normalisée advienne à nouveau. Parce que c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire le Rwanda est une société qui fonctionne. Voilà, comme toute société, elle a des problèmes, mais les gens vivent ensemble. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ces procès-là, ça aurait été complètement impossible. Alors ça a été difficile, hein, parce que on demandait aux survivants de faire face à leurs bourreaux. Beaucoup d'entre eux n'ont pas vraiment raconté, ont menti. Ça a été très douloureux. Ça a été un processus très douloureux pour tout le monde, mais je pense en tout cas que ça a permis que l'on puisse refaire société. Et si je vois par exemple le pays, le Burundi où j'ai grandi, il n'y a jamais eu de procès. Et si on voit aussi ce qui se passe au Congo, pas de procès, donc ça veut dire que cette impunité-là, elle fait les gens sont en permanence dans un cycle de vengeance. Et je crois que voilà, ça a eu ces vertus-là au Rwanda, et que c'est assez historique. Alors il faudra peut-être du temps pour voir à quel point c'est ça a un impact sur la société, mais sur le passage que vous lisiez dans Avant la nuit, quand on parlait de ton personnage, excuse-moi, j'ai oublié, Alice, qui dit tuer un Tutsi, c'était rien. Eh bien là, c'est des procès qui ont permis de dire c'est fini l'impunité, et un Tutsi est un être humain. Et donc on remet
on remet les victimes au centre de la communauté humaine. Et même les bourreaux, d'ailleurs. C'est aussi de leur dire que ce sont des êtres humains et qu'ils vont avoir une peine parce que ce sont des citoyens. Mais la plupart, aujourd'hui, sont sortis de prison aussi. Donc c'est un peu toute l'histoire de Jacaranda. C'est comment on refait société aussi quand on doit côtoyer tous les jours nos bourreaux. Jour de procès. Le tribunal se tenait dans une clairière à l'herbe grasse, plantée d'eucalyptus, tout au bord de la route asphaltée, à 15 km de Kigali. Le public venu des collines alentours était assis sur le gazon. Une centaine de personnes, des femmes surtout, certaines allaitant leurs enfants, abritées du soleil sous de grands parapluies multicolores. La scène était champêtre, le paysage idyllique. Face à l'assemblée, une table centrale où devaient siéger les juges. À droite, le banc des plaignants, sur lequel Claude était seul, concentré, les yeux fermés pour éviter le regard des deux prévenus qui lui faisaient face. Sartre et moi étions au premier rang, parmi les villageois. Lorsque les 7 juges apparurent, 2 femmes et 5 hommes, tout le monde se leva. Les juges étaient de simples citoyens, des habitants des collines environnantes, élus par la population locale. Sans être des professionnels, ils représentaient l'autorité déléguée par l'État, et ils ouvrirent la séance par une minute de silence en mémoire des victimes du génocide. L'instant était solennel. Ensuite, ils rappelèrent quelques règles de fonctionnement, firent la lecture de l'acte d'accusation avant de donner la parole aux plaignants. Alors Claude se leva, ouvrit les yeux, affronta pour la première fois le regard des 2 accusés. Le silence était lourd, une brise légère ballottait la cime des arbres. Sartre se rapprocha, commença à me traduire à l'oreille les paroles de Claude. « Je m'appelle Claude B. Je suis le fils d'Emmanuel M. et de Solange K. Je suis né en 1982 à Bujumbura, Burundi. » En plus, lors de ces séances de tribunal, dans la foule, on entend des femmes qui hurlent, des femmes qui s'évanouissent. Comme si la violence de ce qui est raconté leur rappelait la propre violence qu'elles avaient subie. Oui, ben ça c'est des scènes très courantes, donc, qui étaient courantes durant les tribunaux, mais qui sont très courantes aussi pendant les commémorations. Ça fait dire que les gens vivent avec le génocide en eux tout le temps. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très troublant quand on est au Rwanda aujourd'hui, parce que ça n'a laissé aucune trace, le génocide. Je veux dire, la ville n'était pas détruite, bombardée. Et donc on arrive là, dans un pays jeune, parce que 70% des Rwandais sont nés après. Et donc, et puis c'est beau, le Rwanda, c'est très beau. Donc on se dit, c'est pas possible que tout ça a eu lieu là. À chaque fois, d'ailleurs, dans vos 2 livres, vous parlez du paysage. Et à chaque fois, même les soldats des casques bleus disent « mais c'est un pays absolument magnifique ». Et alors, dans votre premier clip, il y a un personnage qui marche aussi dans les paysages, et c'est absolument somptueux. C'est moi, d'ailleurs. C'est vous, oui. Oui, mais il est lointain. Hein. Oui, c'est très beau. D'ailleurs, les Rwandais... comme quoi, tous les peuples se sentent le centre du monde, mais les Rwandais disent que Dieu se balade toute la journée dans le monde et puis que la nuit, il vient dormir au Rwanda. Voilà, ça c'est un proverbe en Kinyarwanda. Voilà, Imana vient dormir au Rwanda tellement c'est beau. Ouais. Vous viviez depuis une dizaine d'années à Kigali. Oui, entrecoupé, mais en ce moment, oui, j'habite... oui. Voilà, je suis arrivé hier d'ailleurs. Et Blois de temps en temps. Hein, et Blois, voilà, de temps en temps. Vous avez 2 fils ? 2 filles. 2 filles ? Oui. Quel âge 11 et 14. Et donc elles sont... leur maman est aussi franco-rwandaise. Voilà, comme disait Vincent, c'est donc la fille d'Alain et d'Afroza Gauthier qui sont donc ce couple qui a créé le collectif des parties civiles pour le Rwanda. Et donc oui, nous, on a 2 filles, et c'était compliqué dans
dans l'environnement familial dans lequel elle grandissait, depuis la France, de leur transmettre l'histoire du Rwanda, sans ramener le Rwanda en permanence au génocide. Parce que non seulement on travaille tout le temps sur des dossiers de poursuite de génocidaires, on parle de nos familles assassinées, disparues. Les seuls moments où elle voyait des Rwandais, c'était pendant les commémorations. Donc tout ça, ça faisait beaucoup pour elle dans la transmission. Moi, j'ai grandi au Burundi. Je suis allé au Rwanda. Enfin, la première fois où je suis arrivé au Rwanda, c'était quand ma famille est retournée après 30 ans d'exil, donc au Burundi, s'installer au Rwanda. Donc c'était à l'été 94. Donc c'est la première fois que j'ai vu le Rwanda. Et ce que Maria disait, c'est ce que j'ai ressenti. Bon, j'avais 11 ans, mais j'ai ressenti que c'était pas un pays, que c'était un champ de désolation. Et donc j'ai mis beaucoup de temps à apprivoiser aussi ce pays qu'on m'avait présenté, ma famille, comme le pays du lait et du miel. J'arrivais là et je disais, mais c'était de la publicité mensongère, tout ce que j'avais reçu comme récit. Ma femme n'avait jamais vécu là-bas, donc c'est vrai que toutes ces raisons-là on fait que s'installer au Rwanda, c'était une manière aussi de comprendre le Rwanda avec sa vitalité de vie et non pas simplement à travers son image mortifère. Et donc, je crois que c'est ce qu'on a réussi avec nos filles, c'est-à-dire que pour elles, bien sûr, le Rwanda, il y a la grande histoire, le génocide. Mais c'est d'abord le pays de leurs amitiés, de l'école, des jeux, de la vie, tout simplement. Et ça, je crois que c'est important pour des familles de survivants de réinjecter en permanence la vie aussi. Et aussi parler de ceux qui ont disparu, mais de parler d'eux, non pas dans leur dernière agonie, mais aussi parler d'eux dans la vie. Et d'habiter sur les lieux, d'être là. Je crois qu'elles sont encore trop jeunes, mais que ça va voyager en elles et qu'il y aura un équilibre, j'espère, entre le ressenti qu'elles ont quand elles sont en France et le ressenti qu'elles ont quand elles sont au Rwanda. Maria et Vincent, vous l'avez lu, ce livre? Alors? En fait, c'est ce que je disais au début, c'est que en fait, l'écriture littéraire qui est fondée sur des mémoires personnelles, c'est tellement important pour à la fois faire comprendre ce qu'est un génocide, c'est-à-dire en fait aussi ces traumas absolument terribles venus de la mise à mort, et aussi d'une terreur. Il faut savoir, c'est que les Tutsis, depuis 1959, depuis la Toussaint Rouge, où il y a des massacres terribles, et ça explique aussi pourquoi est-ce que, par exemple, la famille de Gaël sera au Burundi pour se réfugier, c'est de dire aux Tutsis du Rwanda, vous allez mourir, vous n'avez plus aucun avenir. Donc, en fait, les familles tentent effectivement de donner à leurs enfants un peu de bonheur, mais je veux dire, il y a cette idée qu'ils sont en sursis. Et donc, en fait, le roman, c'est un roman, mais aussi, pour moi, c'est un récit quand même qui dit tellement de choses à l'historien, parce que c'est effectivement de comprendre ce qu'est un génocide à travers des personnes, et ça, c'est tout à fait fondamental. C'est-à-dire que si un génocide ne se limite qu'à effectivement des nombres, c'est-à-dire, en l'occurrence, pour le génocide perpétré contre les Tutsis, plus d'1 million de victimes, au fond, les bourreaux auront gagné. Donc il faut retracer toute la vie de chaque personne. Et un roman comme celui de Gaël, en fait, nous donne le chemin, vous voyez. Et c'est très important. Et de ce point de vue-là, on a beaucoup à apprendre, effectivement, d'un roman comme celui de Gaël, qui, de plus, en fait, montre que la littérature, que les mots sont une puissance, justement, réparatrice énorme, mais qu'il faut effectivement se confronter à cette ambition. Et moi, j'ai la chance parfois de rencontrer Gaël
à Kigali, et tout ce qu'il a dit, effectivement, est très juste. Hein, et je sais aussi que ça a été une épreuve que d'écrire ce livre. Donc, il faut rendre hommage aussi au travail d'écriture, je veux dire, à ce que ça représente comme sacrifice, et aussi peut-être rendre hommage aussi aux éditeurs qui publient, effectivement, courageusement ces livres. Et enfin, peut-être, parce que Gaël a dit beaucoup de choses, hein, et a dit aussi, voilà, par rapport au Rwanda, en fait, l'Afrique a énormément de choses à nous apporter. Hein. Moi, quand j'ai terminé avec mon équipe le rapport sur la France et le génocide des Tutsis, bon, la grande historienne que nous connaissons, Michel Perrault, m'a écrit en me disant « L'Afrique, notre avenir ». Ben oui, c'est-à-dire que le Rwanda, c'est quand même un pays qui a su faire face au génocide. D'abord, c'est quand même, je veux dire, une armée, l'armée commandée par le général Kagame, qui a quand même arrêté le génocide. Il faut le savoir. Le génocide a été arrêté par les armes, par effectivement les Tutsis, notamment, qui étaient rwandais et qui venaient en particulier de l'Ouganda. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, il faut souligner, parce qu'il y a quand même énormément, je veux dire, d'attaques mensongères contre le Rwanda, c'est de dire que le Rwanda n'a pas choisi d'exterminer les Hutus, c'est-à-dire la thèse du double génocide. Ce qu'a très bien dit Gaël, c'est qu'il y a eu effectivement une volonté de justice. Et ça, c'est énorme. Il n'y a pas une sorte, comme en Afrique du Sud, vous voyez, on échange la réconciliation et la vérité. La justice est passée avec toutes les difficultés, mais quand même. Et ça, c'est des éléments essentiels parce que, et je terminerai là-dessus, je veux dire, regardez par exemple la situation de la Turquie, qui effectivement est murée, le régime, hein, je parle du régime bien sûr, pas des Turcs eux-mêmes, mais le régime est muré sur le négationnisme, et du reste le négationnisme permet de continuer à menacer et exterminer des Arméniens dans le Caucase. Donc le Rwanda, c'est un pays qui a quand même fait face au génocide et qui continue à faire face, et je crois que si Gaël Faye est maintenant à Kigali, c'est aussi parce qu'il reconnaît quand même qu'on a là une expérience quand même assez inouïe, je veux dire, d'une société qui fait face, je veux dire, au plus terrible. Et ça, il faut quand même le reconnaître et le dire. Dans un entretien avec ma consoeur et amie Nathalie Chrome de Télérama, vous lui aviez confié votre émerveillement dans la capacité de l'être humain à vivre en collectif. Oui, ça c'est vraiment la leçon que m'apporte le Rwanda. C'est-à-dire que quand je vois la façon dont ici, parfois en France, la politique, les partis politiques sont là pour nous diviser, et que quelqu'un qui va parler d'un vivre ensemble, on va tout de suite le traiter de naïf, de dire mais c'est pas possible de vivre ensemble. Eh bien, les Rwandais avaient toutes les raisons de ne pas vivre ensemble. Voilà. Et là c'est du concret. Et ils le font. Donc, moi, c'est une leçon qui met fin à tous ces discours de division qu'on a en permanence, je dis en France, mais en Occident en général. Vous ne voudriez pas écrire un livre sur la France, justement là Oui, bien sûr. Pourquoi pas. Écoutez, on a 15 minutes. Est-ce qu'il y a des questions Vous pouvez... Bonsoir. 1, 2. Bonsoir. Merci beaucoup pour vos interventions. Je dirais de manière un petit peu simple, ça fait mal au bide de ce qu'on entend ce soir. Hein. Et il y a une question qui me taraude, c'est est-ce que les garde-fous sont en place aujourd'hui pour que ça n'arrive plus ? Alors, qui veut répondre ? Bon, effectivement, il y a des gardes... Enfin, les garde-fous... Ce qui peut arrêter un génocide, c'est des volontés politiques. C'est aussi la mobilisation de la société civile. Je veux dire, Marie-Marguerite Aziz a bien rappelé que une grande partie de la société française, enfin toute la société française, n'aurait jamais cautionné effectivement la politique de François Mitterrand. Et la société civile
a beaucoup agi, y compris des députés. Donc il faut effectivement finalement faire ce qu'on fait là, c'est-à-dire voilà, expliquer et dire qu'il y a des possibilités d'action. C'est fondamental. Les possibilités d'action, elles sont aussi stimulées par voilà, la transmission de la connaissance. Alors au-delà de ça, il y a effectivement la dimension de la justice, c'est très important. Et là, en ce moment, vous avez des procès qui se multiplient parce que la France, depuis qu'Emmanuel Macron est allé à Kigali, donc le 27 mai 2021, la France est vraiment aux côtés du Rwanda pour intenter des procès à tous les génocidaires qui se sont réfugiés en France sur la base des dossiers importants. Donc, c'est les garde-fous, c'est la justice pénale internationale aussi. C'est pas uniquement la justice nationale. Ces garde-fous-là, mais c'est vrai qu'on peut être aussi pessimiste en se disant que je veux dire, en 1990 ou en 1994, donc avec le génocide des Tutsis au Rwanda, les garde-fous existaient. Il y avait la convention sur le crime de génocide de 1948, il y avait la connaissance du génocide des Arméniens, il y avait la connaissance de la Shoah, et pourtant, effectivement, le monde entier n'a rien compris, sauf un certain nombre de gens qu'il faut saluer, des avant-gardes, et ça, il faut toujours aussi, et c'est le travail que je mène, au fond, de s'intéresser à ceux qui ont le courage, effectivement, d'aller contre l'opinion dominante et qui ont tenté d'avertir, qui ont subi dans leur carrière ou même dans leur réputation des attaques innommables. Et donc, il faut faire leur histoire. Et ça, c'est des garde-fous, vous voyez. Mais moi, je crois quand même que les seuls garde-fous qui existent, eh bien, c'est ceux de la société et ceux des opinions publiques internationales. Il faut que comme dans l'affaire Dreyfus, il y a eu une opinion publique internationale autour du capitaine Dreyfus. Et ça, c'est des choses qu'on peut constituer, notamment grâce, effectivement, à des rencontres comme celle-ci. Il faut être clair. Oui. Je pense que Gaël a bien expliqué l'incroyable résilience dont a su faire preuve la société rwandaise, qui, quand même, pour le dire un peu plus clairement, c'est le seul pays au monde où les bourreaux et les victimes cohabitent après un génocide. Il n'y a pas d'autre cas. Afrique du Sud, non? C'était pas un génocide. Oui. Non. Mais il y a eu aussi beaucoup de... D'abord, ça se passe pas très bien. Oui. J'y ai vécu 4 ans et je connais bien le pays, donc je sais pas si c'est un bon exemple. C'est quand même pas un génocide. Après la Shoah, c'est pas les Juifs qui ont pris le pouvoir en Allemagne. Oui. Oui, c'est après le génocide arménien, les Arméniens sont partis. Donc, c'est une situation très particulière où, dans un espace très réduit, on est contraint de voir cohabiter. Comme Gaël l'a rappelé aussi, beaucoup de bourreaux sont sortis. Ils ne sont pas tous sortis. Il y en a qui sont en prison. Il y en a même encore qui y vont en prison. C'est quand même, évidemment, un schéma très fragile, cette résilience. Et moi, je suis allée en reportage au mois de mars sur les collines pour les commémorations des 30 ans du génocide. Il y a encore des situations très ambiguës. Cette cohabitation, elle est acceptée. Elle n'est pas facile, il ne faut pas se leurrer. Il y a des non-dits. Il y a des gens qui ont des arrière-pensées, qui restent très ancrés, comme on dit là-bas, dans les pensées de l'ancien temps. Donc c'est fragile. Ce qui pour l'instant, permet de tenir, je pense, et c'est vrai que souvent le régime en place au Rwanda est critiqué par les ONG des droits de l'homme, c'est quand même qu'aujourd'hui, il y a une gouvernance qui garantit en fait l'impunité, qui garantit cette égalité, puisqu'il n'y a plus de Tutsis et de Hutus. Il n'y a plus que des Rwandais, ça n'existe plus. Évidemment, dans l'intimité des familles, entre amis, c'est des notions qui sont évoquées, mais il est absolument proscrit dans un discours officiel d'évoquer les notions de Hutu et de Tutsi. Donc, il y a ce volontarisme de créer une nouvelle société qui, pour l'instant, tient. Mais encore une fois, c'est d'autant plus fragile que, comme je le disais tout à l'heure, à la fin du génocide, les forces génocidaires et les responsables du génocide, grâce notamment à l'aide de la France, franchissent la frontière et vont au Zaïre, le pays qui s'appelle aujourd'hui République démocratique du Congo. Il faut savoir que dans ce pays, depuis quelques années, un peu sous le même schéma d'ailleurs de ce qui a conduit au génocide au Rwanda, un pouvoir à bout de souffle, corrompu et décrié, utilise le discours populiste
de la haine ciblée d'un bouc émissaire, en l'occurrence cette fois-ci le Tutsi congolais qui vit dans la région est du pays, parce que, comme vous le savez, les frontières en Afrique sont souvent artificielles. Donc il y avait les Tutsis du Rwanda, il y avait aussi des Tutsis qui vivaient du côté zaïrois et donc maintenant congolais de la frontière. Donc qui utilisent cette stigmatisation dans une espèce de fuite en avant. Et ça marche d'autant mieux que dans cette région de l'Est du Congo, il y a encore les héritiers des forces génocidaires de 94. N'oublions pas que 94, c'est seulement 30 ans, c'est pas très vieux. Donc ces gens ont franchi la frontière, pour certains ils sont venus en France et ça nous permet d'avoir des procès sur le génocide avec des gens qui n'auraient jamais dû arriver dans ce pays, mais qui sont là, quelquefois ont même été naturalisés français. Donc il y en a d'autres qui sont restés au Congo, se sont mariés, et en fait c'est comme si le génocide avait produit ces métastases. Et il y a un discours anti-Tutsi qui se développe partout en RDC aujourd'hui, particulièrement dans l'Est du Congo. Et je peux vous dire que moi j'ai lu des témoignages, j'ai parlé à des gens qui racontent des choses qui me rappelle la situation pré-génocidaire de 94 que j'ai connue il y a 30 ans. Et c'est très effrayant. Et il ne faut pas oublier, ce pays, l'Est du Congo, la RDC, c'est un pays immense. C'est-à-dire que nous avons le petit Rwanda qui a la taille de la Bretagne, et à côté cet immense espace qui a la taille de l'Europe de l'Ouest, qui est totalement chaotique, avec un gouvernement non seulement incompétent, mais atrocement corrompu. Les gens aujourd'hui en viennent à regretter le maréchal Mobutu, hein, c'est pour dire, et qui est tellement critiqué de toutes parts que, encore une fois, il est dans cette fuite en avant. Il a trouvé un bouc émissaire, il accuse le Rwanda de venir voler ses minerais, etc., et d'entretenir des rébellions qui ne font que défendre ces Tutsis congolais en réalité. Et en réaction de ça, eh bien, on décapite des éleveurs Tutsis, on tue leurs vaches, on brûle leurs maisons, on fait fuir les gens. Il y a aujourd'hui au Rwanda des camps de réfugiés Tutsis congolais, de gens qui ont fui les exactions. Et quand j'étais en marche, je suis allée visiter un de ces camps. Et qu'est-ce que me disait notamment un jeune homme qui était là avec ses 2 enfants, qui avait fui dans la panique en voyant sa maison brûlée, etc. Il me disait, des gens sont venus me menacer en me disant que je n'avais pas le bon nez. Et ça, c'est le vocabulaire pré-génocidaire de 94. Donc, c'est complexe, parce que le Rwanda est petit, il a une armée qui assure sa sécurité, mais il est quand même petit. Et à côté, il y a cet immense empire du chaos où se développe un discours de haine qui est une copie conforme de ce qui s'est passé en 94. Et on ne sait pas très bien comment cette histoire-là va finir, mais pour le moment, elle se passe très mal, elle est très inquiétante, et il n'y a pas assez de personnes, et là aussi on retrouve la passivité de la communauté internationale en 94. Il y a très peu de gens qui la dénoncent, cette situation. Il y a eu quand même l'adjointe du secrétaire général des Nations Unies qui en fin 2022, me semble-t-il, avait fait une déclaration extrêmement audacieuse connaissant le courage des hauts fonctionnaires onusiens, où elle disait clairement que ce qui se passait dans l'Est du Congo rappelait des événements qui se sont produits dans un pays voisin, elle ne le citait pas mais tout le monde comprenait, en 94. Mais on a assez peu de réactions de temps en temps. Il y a des petites poussées d'inquiétude très timides parce que, en fait, ce pays, ce régime réussit à faire taire tout le monde, mais on retrouve aussi cette passivité de la communauté internationale dès qu'il s'agit d'Afrique, dès qu'il s'agit de se confronter finalement, d'affronter un régime
en l'accusant d'abus des droits de l'homme, en l'accusant de prémices de génocide, et personne ne veut y aller, et finalement on retrouve la même situation. J'espère qu'on ne va pas voir dans l'Est du Congo se passer la même chose, mais si se passe la même chose, ça aura forcément d'une manière ou d'une autre des conséquences sur le Rwanda. Et je peux vous dire que les gens qui vivent à la frontière de ces zones dans l'Est du Congo, et même les jeunes, c'est un sujet d'inquiétude récurrent. Ils savent que là, on voit le lac Kivu. Les frontières sont vraiment, on voit le pays voisin. Il y a ce magnifique lac Kivu qui sépare les deux pays. Les lumières de Goma ou de Bukavu, les grandes villes de l'Est du Congo, on les voit à vue d'œil. C'est très très proche. Et il y a cette inquiétude sourde. Et non seulement une inquiétude sourde, mais en fait cette situation ravive aussi les angoisses de 94 chez les plus âgés, évidemment, puisque c'est le même vocabulaire, le même discours et les mêmes menaces. Donc voilà, pour l'instant ça va, mais ça reste fragile. Oui, en fait, juste votre question sur les garde-fous est vraiment essentielle et il faut, je pense, vraiment insister sur le fait qu'il y a aussi un grand progrès en termes d'éducation parce qu'il y a quand même 3 génocides qui sont enseignés aujourd'hui dans le secondaire et c'est quand même très important. Et enseigner les génocides, c'est enseigner ce que notamment soulignait Maria très justement, c'est que il y a l'idée, vous savez, que les génocidaires se disent, voilà, nous on est là pour protéger le peuple majoritaire. Bien. Mais en fait, c'est faux. Je veux dire, les génocidaires donc au Rwanda en 1994 précipitent, je veux dire, des millions. Vous avez raison, parce qu'effectivement, c'est une journaliste extrêmement courageuse et vraiment qui mérite absolument notre hommage. Oui, simplement dire, je vais vraiment très bref, simplement dire que en fait, il y a l'idée que voilà, on protège le peuple majoritaire face, je veux dire, à la menace terrible d'une minorité qui va détruire la majorité. Mais en fait, si on regarde bien de très près, les génocidaires ne défendent pas du tout ce peuple majoritaire. Je veux dire, les nazis ont été les pires ennemis des Allemands. Je veux dire, les génocidaires turcs ont précipité les Ottomans, je veux dire, aussi dans le malheur et dans la mort. Et pour le Rwanda, eh bien, lorsque, en mai-juin 1994, le gouvernement intérimaire dit fuyez absolument l'avancée, je veux dire, des troupes du FPR et aller vers l'ouest, là où du reste les Français vont aller, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, vous avez eu des dizaines de milliers de Hutus qui sont morts du choléra. Donc, il faut vraiment briser en fait ces schémas des génocides et bien dire que seul l'appel à la démocratie permet effectivement aux sociétés de vivre. Une dernière question ? Oui, madame. J'avais 2 questions en fait qui peut être une. Après ces tribunaux populaires, est-ce que les victimes ont senti que justice a été faite? Et puis, une question qui viendrait un peu à la suite par rapport à cette réponse, est-ce que par rapport à ces conflits qu'elle évoquait la dame qui est partie à la frontière, s'il viendrait avoir ces conflits s'étendraient à Rwanda, si les Rwandais aujourd'hui seraient ensemble? Parce que je suis espagnole, là, des grands-parents ayant vécu la guerre, où il n'y a pas eu de tribunaux ni populaires, ni de justice, où beaucoup de choses sont interdites. On a cohabité, mais on voit maintenant comme des choses ressurgissent. C'est pour ça un peu l'intérêt de ma question par rapport à votre pays. Oui, moi je peux parler des amis rescapés que je connais. Ce que je ressens. Souvent ils disent, et d'ailleurs je mets ces mots dans la parole de Eusebi, donc cette femme, la tante de Milan, dans le livre. En fait, les gens ont perdu un monde. Les rescapés, les survivants, ils disent « moi j'ai tout perdu ».
En fait, je suis mort en 94. C'est ce que les gens, les survivants, c'est souvent ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont morts. Et puis que là, c'est une vie qui continue, mais ils ne sont pas vraiment là. Et donc, la justice, c'est simplement de se dire que ça permettra aux enfants de se dire que le pays a pris en compte leur existence. Mais je ne sais pas si ça soigne, je ne crois pas, ça ne peut pas soigner, mais simplement de se dire, nous étions dans un pays qui nous considérait comme des cafards, des cancrelats, c'était les termes, Inyenzi, c'était les termes qu'on utilisait, et on pouvait nous tuer, et la société, on n'avait rien à faire. Là, il y a un État qui a mis en place des juridictions, la justice. Donc ça, je pense que dans la dignité des Rwandais, ça change beaucoup de choses. Ils se disent, on a une société d'êtres humains. En fait, alors les communautés, c'est-à-dire que il n'y a pas deux communautés au Rwanda. C'est ça qui est, entre les bourreaux et les victimes. Et donc, moi, je peux parler de l'intimité des victimes, c'est celle que je côtoie, les bourreaux. Qu'est-ce que disent les bourreaux? Souvent, les bourreaux, alors, il faut lire le livre de Jean Asfeld, d'une saison de Machette, par exemple. Souvent, les bourreaux, ils disent « Mais nous, on n'a fait que répondre aux ordres. » En fait, ils ne se rendent même pas compte que ce qu'ils ont fait était abominable. Mais je ne comprends pas, le préfet est venu, le bourgmestre est venu, on nous a dit qu'il fallait tuer le voisin, on a été des bons citoyens, on a fait le job, on a fait le travail. Et donc, c'est difficile même de discuter avec les bourreaux par rapport à ça. Parce que chercher l'humanité chez le bourreau, c'est vraiment compliqué par rapport à ça. Il faut comprendre que c'est ça, un génocide, c'est le formatage. C'est un formatage. C'est des êtres humains qui ont été formatés. Et donc on attend d'eux un signe d'humanité, parfois une demande de pardon, mais ça n'arrive quasiment jamais. Et là, nous, on le voit avec les procès qui ont lieu en France. À chaque fois, ils sont soit dans le déni, soit ils essayent de dire « mais non, mais j'ai répondu ». Et sinon, oui, le conflit, ce qui se passe au Congo, je crois que ça va être complet. En tout cas, le génocide ne peut pas revenir au Rwanda. Ça j'en suis quasiment persuadé. Il peut pas, bien sûr, toute société peut arriver à un génocide à un moment donné. Mais il faut d'abord qu'il y ait une préparation des esprits. Et il n'y a pas de discours public de division au Rwanda. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas dans les médias, il n'y en a pas dans le discours politique. Donc les gens, il y a bien sûr, comme disait Maria, les anciens, avec les gens qui viennent de l'ancien régime, qui sont encore dans ces mentalités-là, mais elles ne se diffusent pas dans la population à un niveau qui permettrait de formater les gens. Donc, il y a comme j'imagine en Allemagne après la guerre, il y avait encore des nazis qui ont éduqué leurs enfants dans cette haine, mais ça n'a pas infusé dans toute la société. Et voilà. Et je pense que le Rwanda, bien sûr, il peut y avoir des troubles politiques. Peut-être qu'un jour, des politiciens voudront réactiver la question ethnique parce que politiquement, de trouver des dissensions, un bouc émissaire, eh bien, c'est le meilleur moyen de ne pas faire face à son incompétence par ailleurs. Donc ça pourrait arriver, mais c'est pas le cas dans le Rwanda d'aujourd'hui. Oui, peut-être juste parce que votre question est quand même très importante sur ce que pourrait faire si finalement il y a une volonté, comme on le dit, de finir le travail, c'est-à-dire effectivement de tuer tous les Tutsis au Rwanda. Je veux dire, ce qu'a dit Gaël est très juste sur le fait que c'est quand même une société qui maintenant fait société, même si on le voit, et c'est extrêmement triste d'apprendre que par exemple chaque 7 avril, les commémorations, vous avez des rescapés qui sont tués. Ouais. Donc c'est effrayant. Et donc il y a quand même
des postures d'impunité. Mais ces postures d'impunité, elles peuvent être combattues notamment par les procès. Et les procès qui sont menés en France sont très importants de ce point de vue-là, parce que longtemps, finalement, les génocidaires se sont dit, au fond, la France nous soutient, nous, on peut trouver un asile en France, etc., c'est la belle vie, on est prêtre ou on est médecin. Bon. Et maintenant, c'est terminé, ça. Donc ça, c'est quand même très important, parce que, je veux dire, la rupture de l'impunité fait que, cette domination quand même de l'idée qu'il faut finir le travail, finir le génocide, eh bien, ça recule. Et puis, il y a quand même, effectivement, ce que disait Gaël en parlant de la jeune génération, c'est que le Rwanda est un pays jeune, avec donc des générations qui n'ont pas connu le génocide, et surtout qui, en fait, récusent ces distinctions mortelles, donc Tutsi-Hutu, qui du reste ne correspondent pas, comme Maria l'a très bien dit, ne correspondent pas à la société. Et là, il y a une histoire, mais je vais finir sur une histoire, mais tu la connais. Il a été rappelé qu'avec, la complicité de la France, eh bien, des dizaines de milliers de génocidaires sont partis de l'autre côté de la frontière au Zaïre, et depuis 30 ans sèment la terreur. Donc effectivement, assassinent les Tutsis congolais, les Congolais rwandophones, c'est-à-dire que oui, les génocidaires pensent que des gens qui parlent le Kinyarwanda sont forcément des Tutsis qu'il faut éliminer. Donc il y a aussi quand même cet aveuglement absolument terrible. Et donc ces miliciens et ces génocidaires rwandais réfugiés donc au Zaïre, et donc aujourd'hui le Congo-RDC, font des opérations sur le Rwanda. Et il y a effectivement une opération qui vise, ils prennent d'assaut une école donc avec des élèves rwandais. Et là, ils demandent aux élèves, de dire, voilà, alors les Tutsis à gauche et les Hutus à droite. Donc on est après le génocide, je ne me rappelle plus exactement de l'année, mais on est 5-6 ans après le génocide. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tous les élèves vont du côté Tutsi. Donc ça veut dire qu'aucun élève ne va adhérer à la base de l'extermination. Et donc ils sont solidaires. Oui, et surtout ils se font tous tuer. Voilà. Voilà, et c'est quand même ce qui était fort, c'est ça, c'est cette solidarité au péril de leur vie. Voilà. Il va falloir rendre la salle. Attendez. Je voudrais juste Madame Economopoulos, dont je parlais tout à l'heure, le personnage, elle dit ceci au petit bonhomme. Un livre peut te changer. Et même changer ta vie, comme un coup de foudre. Et on ne peut pas savoir quand la rencontre aura lieu. Il faut se méfier des livres. Ce sont des génies endormis. Et là, on a eu 3 livres de génies éveillés que je vous conseille vivement. Merci beaucoup en tout cas.